Pensée stratégique avec Daniel Desesquelles. Bonjour et bienvenue pour ce deuxième numéro de Pensée stratégique, le podcast de l'Acadème, l'Académie de défense de l'école militaire et de la DICODE, la délégation à l'information et à la communication de la défense. Chaque mois, nous vous proposons un rendez-vous stratégique pour mieux appréhender la marche du monde. Aujourd'hui, la France et la menace spatiale. À mes côtés, le général Philippe Adam. Bonjour général. Bonjour. Vous êtes le commandant de l'espace, on dit aussi comme espace. Vous nous direz bien sûr quelles sont les missions et les objectifs de votre commandement très récemment créé. Créé en 2019. Donc c'est très récent. Oui, notre montée en puissance n'est pas achevée. Nous espérons avoir une première capacité opérationnelle en 2025. On va parler de tout ça. Bonjour Béatrice Hainaut. Bonjour. Vous êtes chercheuse spécialiste des questions espace à l'IRSEM. Et l'IRSEM, c'est l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Bonjour Philippe Stellinger. Bonjour. Vous êtes le conseiller militaire du président du CNES. Et le CNES, c'est bien sûr le Centre national d'études spatiales. Alors, longtemps, l'espace a été le domaine réservé des poètes, des rêveurs et des astronomes qui aimaient contempler le ciel étoilé par une nuit sans lune, jusqu'à ce jour où l'on a entendu ceci. Ce bip-bip, c'est le signal émis par Sputnik 1 le 4 octobre 1957. C'est le premier satellite artificiel lancé au monde et il est lancé par l'URSS. Sputnik, c'est un tout petit satellite de 58 cm de diamètre et de 83 kg, mais il a traumatisé les Américains. Il faut rappeler, Philippe Stellinger, que nous sommes en pleine guerre froide. Et pourquoi ce tout petit satellite a traumatisé à ce point les Américains ? Il faut quand même se souvenir que le président des États-Unis à l'époque, qui était le président Eisenhower, a dit exactement le contraire, c'est-à-dire qu'il n'était pas du tout traumatisé par ce petit bip. Évidemment, c'était un propos qui avait vocation à donner le change, et la réalité, c'est que les Américains eux-mêmes, l'opinion, étaient terrorisés, et que sous la pression de l'opinion, en tous les cas, il a dû prendre une série de mesures, et c'est finalement ce qui a lancé une compétition stratégique entre l'URSS et les États-Unis dans le domaine spatial. Alors justement, ce 4 octobre 56 marque, Béatrice Hainaut, le début de la conquête de l'espace, on dit aussi la course à l'espace. Oui, tout à fait. D'ailleurs, pour rebondir sur les premières remarques qui ont été faites, il y a un des élus américains, Lyndon Johnson, qui a qualifié cet événement de Pearl Harbor spatial. Donc on imagine bien qu'avec l'expression de Pearl Harbor, on fait une référence quand même traumatisante pour les Américains et que effectivement, là, les Soviétiques ont marqué le pas sur cette conquête. C'est une conquête symbolique, stratégique pour les Américains. Alors, général Adam, d'abord les Soviétiques et les Américains très rapidement, et puis assez rapidement aussi les Français en 1965 avec la fusée Diamant et le satellite Astérix. Il y avait une petite pointe d'humour à l'époque. On est le 26 novembre 1965 et c'est ainsi que la France est devenue la troisième puissance spatiale. Oui, en effet, l'espace a été reconnu comme un milieu stratégique, ou en tout cas un enjeu stratégique pour la France assez tôt, et on avait tout ce qu'il fallait pour faire aboutir des idées, et notamment un désir d'indépendance et d'autonomie qui déjà à l'époque guidait la pensée stratégique française dans ce domaine. Ce qui veut dire que très rapidement les Français, à l'époque on est avec le général de Gaulle à la tête du pays, très rapidement le général de Gaulle et son équipe, son gouvernement ont saisi que c'était important d'avoir un pied dans l'espace. Ce qu'on pouvait attendre de l'espace en matière de communication et d'observation déjà, mais aussi évidemment la technologie des lanceurs pouvait être utilisée à d'autres fins, évidemment militaires comme civiles. Et nucléaires, bien évidemment. Alors nous sommes en 2024 et l'espace autrefois vierge est aujourd'hui constellé, encombré par des centaines de satellites qui facilitent notre vie quotidienne de terriens. Je pense par exemple au GPS. Mais l'espace est aussi le domaine des militaires qui s'appuient sur les capacités spatiales pour mener leurs opérations. Et fort logiquement, l'espace est devenu un enjeu crucial en cas de conflit. Alors pour illustrer ce propos, j'aimerais, général Adam, que vous nous contiez la mésaventure d'un satellite français. On est dans les années 2017, si je ne dis pas de bêtises, il y a quelques années donc. Et cette mésaventure d'un satellite français a été le déclic à la création du commandement de l'espace. Qu'est-ce qui s'est passé ? L'espace est un lieu de compétition depuis le début, on l'a rappelé, ça date effectivement des premiers satellites qui ont été mis dans l'espace, de cette course à l'espace pendant la guerre froide. Il y a eu disparition de l'URSS, effectivement, une ère de paix qui s'est installée et on a vu réapparaître des comportements qui avaient été qualifiés par la ministre de la Défense de l'époque, Madame Parly, de comportements inamicaux. Et ça a été mentionné notamment sur des manœuvres russes sur l'orbite géostationnaire avec un satellite russe qui venait
qu'on appelle butineurs, parce qu'ils venaient se placer à côté d'autres satellites, et notamment les satellites français, avec des intentions qui n'étaient pas déclarées, mais qu'on imagine assez peu bienveillantes. Alors, quand un satellite en rencontre un autre, il vient butiner, c'est gentil, hein, butiner. En l'occurrence, ça ne l'était pas. On peut se demander ce qu'il faisait. Hier, on n'en a absolument pas la certitude aujourd'hui, mais l'intérêt de venir se placer à côté d'un satellite de télécommunication, on imagine que c'est pour écouter les transmissions de ce satellite, au moins analyser ce qu'il en sort. Et encore une fois, il est difficile d'imaginer que ça soit totalement bienveillant. Quel intérêt d'aller écouter et d'analyser le spectre si c'est pas pour l'intercepter, écouter ce qu'il transmet, voire éventuellement préparer des actions un peu plus offensives, et notamment des actions de brouillage ou de neutralisation plus tard. Alors si les militaires se sont emparés de l'espace, ils ont été précédés par des cinéastes souvent venus d'Hollywood, et notamment par un certain George Lucas, le créateur de Star Wars. Alors Général Ladan, je ne vais pas vous demander si tel Anakin Skywalker vous êtes passé de l'autre côté de la Force, hein, a priori non. Je reste du bon côté de la Force, rassurez-vous. Vous n'êtes pas non plus à la tête de plateformes intergalactiques, mais il n'en demeure pas moins que l'espace, c'est un champ d'affrontement et de confrontation, car un satellite est un objet très vulnérable. On avait commencé à le percevoir. Un satellite reste vulnérable, il est difficilement accessible, l'espace ça reste quand même un endroit où il est difficile d'aller, c'est pas accessible à tout le monde. Néanmoins, effectivement, c'est des concentrés de technologie et des concentrés de fonctions qui, si on les perd, effectivement, sont un handicap considérable. Et pour revenir sur ce que vous disiez, aujourd'hui, tout le monde utilise l'espace, tout le monde se sert des services spatiaux. Si ces services disparaissaient, nous serions terriblement handicapés et nos vies pourraient changer dramatiquement. Alors Béatrice Hénault, l'espace, c'est à la fois immense et paradoxalement très très encombré. Alors, ne serait-ce parce qu'il y a, on n'en est pas forcément conscient, bien sûr des satellites par centaines, mais aussi des milliers de débris de satellites. Oui, tout à fait. Alors, je dirais plutôt qu'il y a des milliers de satellites même actifs et plutôt des milliers, voire des millions de débris si on prend en compte J'étais trop modeste. Des débris de quelques millimètres puisque on n'est pas sans savoir qu'à cette altitude, on a des vitesses très rapides. Un satellite en orbite basse, c'est à peu près 8 km par seconde. Donc, on imagine bien que même un minuscule débris peut endommager un satellite. Donc, effectivement, vous parliez de l'encombrement des orbites. Alors, jusqu'à une dizaine ou une vingtaine d'années, c'était pas forcément un sujet puisque effectivement, c'est d'abord les principales puissances spatiales qui avaient, on va dire, leur activité spatiale un peu nominale, et tout s'est un peu accéléré dans les années ou la décennie, on va dire, précédente, où on parle maintenant d'encombrement des orbites parce qu'on a de plus en plus de satellites qui sont envoyés, puisque on a eu une technologie qui s'est améliorée, notamment c'est la miniaturisation des composants qui a permis cela, et aussi phénomène, on en parlera sûrement un peu plus tard, des acteurs privés qui ont des méthodes maintenant qui permettent de rentrer plutôt dans une ère un peu d'industrialisation de l'espace, où on envoie maintenant des constellations, voire des méga-constellations. Donc en fait, quelque part, la population a un peu grandi très rapidement, on pourrait dire exponentielle, mais bon, en gros, il faut retenir l'idée que c'est relativement récent, entre guillemets. Alors, il est facile de faire la différence lorsqu'on est au sol et qu'on a un satellite en vol sur orbite et qu'il y a soudain un problème. Est-ce que c'est facile de faire la différence entre un accident ou une malveillance, Général Ladan? La plupart du temps, c'est plutôt de l'accident. Et comme vous l'avez signalé, il y a de plus en plus d'objets et on est amené déjà à manœuvrer pour éviter simplement des collisions accidentelles. Maintenant, on observe aussi de plus en plus des satellites qui sont manœuvrants dans l'espace et on peut pas exclure qu'à l'avenir, il y ait des collisions qui soient provoquées. Maintenant, une collision fait perdre votre satellite, mais le satellite intercepteur est perdu également. Donc c'est pas forcément une manœuvre extrêmement rentable pour l'agresseur, sans compter qu'effectivement, les débris qui sont créés à la suite d'une collision gênent tout le monde, y compris notre adversaire, si vous voulez réutiliser l'orbite en question. Un petit point d'état, vous avez dit qu'il y a des satellites maintenant manœuvrants, ce qui veut dire qu'avant les satellites étaient sur une orbite, ils n'en sortaient pas, ils restaient sur cette orbite. Aujourd'hui, les satellites de nouvelle génération peuvent changer d'orbite plus ou moins facilement. Alors, ce n'est pas tout à fait nouveau. Les rendez-vous spatiaux existent quand même depuis les années 70 ou 80. Donc, il y avait déjà des manœuvres, mais qui étaient extrêmement limitées et qui étaient des manœuvres de rendez-vous tout à fait coopératives. Donc ces manœuvres, elles sont toujours nécessaires, ne serait-ce que pour maintenir un satellite sur son orbite. Un satellite, naturellement, il va avoir tendance à quitter son orbite simplement parce qu'il est freiné.
Et donc il faut régulièrement faire une petite manœuvre pour le remettre sur son orbite nominale. Mais effectivement, l'emploi des satellites jusqu'à présent, c'était plutôt sur une orbite déterminée, et on cherchait à rester plutôt sur une orbite qui avait été déterminée à l'avance, et on savait qu'on gênait pas les autres. Mais aujourd'hui, encore une fois, on constate que les technologies, la nature des objets qui sont mis dans l'espace changent parce que les usages changent, et donc on participe à une compétition avec des choses dont on ne sait pas et dont les intentions ne sont pas forcément déclarées, et avec des satellites qui manœuvrent avec des intentions qui ne sont pas claires. Alors justement, Béatrice Hénault, comment se définit un acte hostile ? Alors c'est une très bonne question, parce que le fait de définir un acte hostile, il faut être capable, comme on le disait précédemment, on peut voir qu'il y a un problème sur notre satellite, mais ensuite il faut déterminer tout de même la cause. Donc ça peut être éventuellement un problème technique, ou alors effectivement, comme on en a parlé tout à l'heure avec le satellite qui a été approché par le satellite russe, ça peut être une manœuvre, comme vous le dites, en tout cas inamicale. Alors il y a l'hostilité qui peut être claire, si on est par exemple victime d'un laser au sol, etc. Il y a des choses qui sont claires. Et puis on est un peu dans l'espace, dans une zone grise où on va être peut-être attaqué, ou en tout cas subir un défaut technique, et tout le problème va être celui de l'attribution. Il y a des parallèles qui peuvent être faits un peu avec le cyber. Il faut être capable de remonter la cause, et puis surtout de savoir qui a pu faire cette action. Donc la détermination finalement d'un acte hostile ou pas dans l'espace, elle n'est pas évidente. Et maintenant, ensuite, la question est de savoir, une fois qu'on a pu déterminer si réellement il y avait un acte hostile, quelle est la réaction finalement qu'on peut avoir dans l'espace, qui n'est pas, on l'imagine bien, une réaction qu'on peut avoir du même acabit sur Terre, par exemple. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que l'espace est un peu le Far West. Alors effectivement, on peut avoir cette impression, surtout avec la rapidité, on l'a rappelé tout à l'heure, de l'évolution des technologies. On a une rapidité qui ne suit pas nécessairement avec le droit existant. Il y a un droit de l'espace ? Mais le droit de l'espace existe. Alors déjà, au niveau de l'espace, le droit international s'y applique. Donc par exemple, dans le droit international, on trouve la Charte des Nations Unies. Donc il y a déjà quand même des principes fondamentaux. Et puis ensuite, effectivement, on a un corpus de règles qui sont contenues dans le droit de l'espace. Alors il y a beaucoup de textes, de conventions, etc. différents, mais le principal texte, c'est un traité, le traité de l'espace, qui a été signé, ratifié en 1967. Aujourd'hui, il est ratifié par 112 États, donc on peut dire la majorité des États, et qui pose quand même des principes fondamentaux, comme l'utilisation pacifique de l'espace ou la non-appropriation de l'espace. Donc c'est quand même des principes fondamentaux qui restent assez vagues pour permettre les actions ou les développements qu'on a décrits précédemment, mais qui a le mérite d'exister. Et aujourd'hui, on parle éventuellement de le mettre à jour, alors soit avec des principes de nouveau contraignants, ou alors peut-être d'autres règles qui ne seraient non contraignantes, et ce seraient simplement les États volontaires qui s'y soumettraient. Il y a un droit de l'espace, mais il n'y a pas de gendarme de l'espace. Pour l'instant, c'est un peu difficile d'avoir effectivement une agence qui se ferait le gendarme de l'espace. Il y a beaucoup d'acteurs. Ça, c'est plus hollywoodien. Oui, effectivement. Après, on pourrait imaginer une agence internationale, puisqu'il y a quand même les Nations Unies qui sont le gardien de ces traités, notamment du traité de l'espace. Ensuite, il ne faut pas oublier qu'on est quand même, dans le milieu spatial, un milieu de compétition stratégique, où on a finalement les tensions entre les États sur Terre qui se projettent un peu dans l'espace. Donc c'est difficile de créer, par exemple, vous parliez d'une agence, ce serait une agence interétatique, sachant que l'agence serait constituée des États qui eux-mêmes se font la compétition dans l'espace. Donc, Gérard Aladan. Oui, pour compléter ce que dit Béatrice, et elle a fait une comparaison avec ce qui se passe dans l'espace et ce qui se passe dans le cyber, par exemple, dans l'espace numérique, mais on a aussi un autre parallèle qui est à faire avec la haute mer, où la situation est assez semblable finalement. La haute mer appartient à tout le monde, il n'y a pas de gendarme de la haute mer, mais chacun y assure un petit peu des fonctions de police. Alors on n'est pas encore arrivé à ce stade-là dans l'espace exo-atmosphérique, mais il y a pas mal de parallèles à faire avec des activités qu'on connaît depuis très longtemps, et des parallèles à faire en termes de législation ou de règles à appliquer. Et juste peut-être un dernier mot, comme on en parlait tout à l'heure, le général disait justement qu'un débris peut avoir une réaction en chaîne avec d'autres. Il y a une espèce de contrainte qui s'exerce sur les États dans le spatial, parce que la mécanique spatiale fait que, effectivement, si on crée des débris, on va être victime soi-même. Donc ça, c'est un peu une contrainte qui tient les États, plus ou moins jusqu'à maintenant. On aurait
du mal à dire si ce sera encore le cas dans 10, 20 ans, mais en tout cas, cette contrainte un peu stratégique tient les États d'action qui détruiraient le milieu spatial. Alors, Général Adam, suite à la mésaventure du satellite français que vous évoquiez il y a quelques instants, et donc qui a suscité la curiosité d'un satellite russe, la France a publié en 2019 une stratégie spatiale de défense. Mais avant que vous nous parliez un peu de cette stratégie, une question toute bête, toute simple, que font les militaires dans l'espace ? Mais comme on l'a rappelé, les militaires sont présents dans l'espace depuis le début, la conquête spatiale. Mais que font-ils ? Alors aujourd'hui, la stratégie spatiale de défense justement est très précise là-dessus, et on nous a confié le rôle d'assurer la sûreté dans l'espace. En particulier, la sûreté dans l'espace, elle sert à tous les utilisateurs de l'espace, qu'ils soient civils et militaires. Évidemment, on est particulièrement intéressé pour que nos capacités spatiales soient toujours disponibles en cas de conflit au profit des opérations militaires. Donc mes deux missions sont finalement dans ces aspects-là, assurer le soutien des opérations militaires avec des capacités spatiales et aussi protéger les enjeux ou les intérêts dans l'espace de la France en coopération ou bien de façon tout à fait autonome. Alors justement, pour qu'on ait une idée un peu plus claire, parce que tout le monde n'est pas un spécialiste de l'espace et de l'utilisation de l'espace en dehors de son téléphone portable, parfois quand il est relié directement à un satellite ou du GPS, quel est le rôle de l'espace dans une opération militaire, les dernières qu'il y a eu par exemple dans le Sahel? À quel moment et dans quel domaine le spatial est intervenu dans la gestion de cette opération militaire, par exemple? Le soutien spatial aux opérations militaires, comme d'ailleurs à la plupart des opérations civiles également, peut se ranger dans trois catégories. Il y a une catégorie qui est l'observation de la Terre. Donc l'espace permet d'observer des endroits de la Terre qui sont très inaccessibles ou très éloignés, de façon assez rapide. On a du mal à se maintenir au-dessus d'un endroit particulier, malheureusement, puisque comme l'a rappelé Béatrice, les satellites défilent beaucoup. En revanche, on repasse régulièrement et toujours au même endroit, et donc ça c'est quelque chose qui est intéressant. Et surtout, on y repasse tous les jours, quel que soit l'occupant du terrain au sol, et l'observation spatiale s'affranchit des frontières, ce qui est quelque chose de très intéressant. Clairement, on voit si une situation a bougé, s'il y a une unité, s'il y a une colonne de chars qui a bougé, qui arrive. Ou quelque chose de nouveau qui est apparu, évidemment. Ou bien on reconnaît quelque chose qui est sur le sol qu'on ne connaît pas, et ça permet de l'observer, de l'analyser et d'essayer de comprendre ce que c'est. La deuxième catégorie est dans la catégorie des communications. Donc ça aussi, c'est historiquement un des premiers emplois qui a été fait dans l'espace, qui est le relais de communication, la même chose. Disposer de satellites dans l'espace permet d'avoir des communications extrêmement aisées sur de très grandes distances. Alors c'est plutôt le rôle des satellites géostationnaires, mais l'apparition des constellations de connectivité ou de communication aujourd'hui est quelque chose qui se développe et donc qui reste très intéressante pour s'affranchir des distances, des obstacles et de pas mal de contraintes qu'on retrouve sur la surface de la Terre. Et la troisième catégorie, qui est celle que tout le monde connaît mais à laquelle on pense assez rarement, c'est celle de la navigation ou du positionnement. Donc ce que tout le monde connaît sous le nom de GPS aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui est rentré tellement dans nos usages qu'on oublie complètement que c'est là et on oublie que ça vient de satellites d'ailleurs. Alors il y a quand même un type de satellite que vous n'avez pas du tout évoqué, qui sont alors les satellites d'observation, les satellites de télécommunication, et puis les journalistes aiment bien parler des satellites espions. Non, nous on parle de satellites d'observation. On observe la Terre. Espion, moi ce qui me gêne dans le terme, c'est que ça fait référence à des activités qui sont illégales. Et comme on vient de le rappeler, ce qu'on fait dans l'espace n'a absolument rien d'illégal. On observe et c'est pas de l'espionnage, c'est de l'observation. Alors, le commandement de l'espace que vous dirigez depuis une petite année environ, quels sont vos moyens? Combien de satellites français au-dessus de nous? Et puis, combien de personnes pour traiter toutes ces informations au sol? Les satellites français, j'en ai pas le nombre. Peut-être que Philippe Steininger a ça en tête. Les satellites militaires. Alors les satellites militaires, je connais. Je parlais des satellites militaires. Bien sûr. Alors les satellites militaires, en revanche, on en a qu'une poignée. Ce sont des satellites qui sont extrêmement coûteux, dont on a recherché des performances assez inaccessibles par ailleurs. Et non seulement la résolution... Ce sont plutôt des Ferrari que des Clio. Exactement. Et surtout, on cherche à ce qu'ils soient protégés, puisque, encore une fois, on en a besoin. Ça demande beaucoup d'efforts de les mettre dans l'espace, et donc on souhaite les conserver, et on souhaite surtout les exploiter le plus longtemps possible. Donc là, on a des satellites d'observation. On en a aujourd'hui 5 dans l'espace. Donc ce sont on les appelle des CSO, des CRS. 2 satellites d'observation optique, CSO, et puis des satellites d'observation électromagnétique, donc c'est plutôt de l'écoute électromagnétique, qui s'appelle CRS. Alors quand on est à 36 000 km là Non, là on est en orbite basse. Donc 400 km à peu près. Voilà, c'est ça, quelques centaines de kilomètres. Suivant les orbites, suivant les missions. On a également des satellites géostationnaires, donc ceux-là sont à 36 000 km. Ils ont l'avantage de ne pas bouger
pour un observateur sur la surface de la Terre, ils apparaissent immobiles. Et donc ça, ce sont des satellites de communication et qu'on appelle les satellites Syracuse. D'accord. Alors, je reviens aux satellites qui écoutent non pas l'observation photographique, mais l'observation des sons et des fréquences. Qu'est-ce qu'on observe particulièrement ? Vous pouvez tout observer à partir du moment où vous avez un émetteur. Oui. Oui, à partir du moment où il y a un émetteur sur la surface de la Terre, qui est suffisamment puissant, évidemment. Donc ça dépend de la puissance de l'émetteur et de la sensibilité du récepteur. Mais Tel que Wilkie, il faut pas, bien sûr. Oui, potentiellement, pourquoi pas. Mais il faut un détecteur très sensible. Et l'avantage, c'est que le satellite, il est au-dessus et il n'y a pas d'obstacle il n'y a pas d'entrave à ce qu'il puisse observer ce qui se passe. Après, c'est des questions. Par exemple, un radar. Un radar, une émission radio, des systèmes de positionnement ou d'échange de données. Tout ça, c'est localisable dans l'espace. Alors, comment se situe la France parmi tous les acteurs de l'espace dans le peloton de tête Évidemment, la fierté nationale me commande de répondre. Évidemment, nous sommes les plus forts, mais il y a quand même les Américains. Les Américains ont quand même une avance technologique sur nous. Les Russes sont présents dans l'espace de façon relativement massive depuis longtemps, évidemment. Et comme je vous l'ai dit, militairement parlant, numériquement, on souffre de la comparaison, évidemment. Évidemment, on voit aussi dans l'espace apparaître d'autres utilisateurs aujourd'hui. L'espace est accessible à beaucoup plus de monde et on voit notamment que les Chinois sont de plus en plus présents et ils sont vraiment là. Alors, les Chinois, ils sont aussi bons que les Français ? Eh ben, on a du mal à le savoir. Ils sont pas mauvais, et ça c'est à peu près certain. Ils investissent énormément, donc même s'ils étaient en retard, on se doute que le retard va pas durer très longtemps. Et ils rattrapent très très vite le retard potentiel qu'ils peuvent avoir. En tout cas, en nombre, c'est considérable. Béatrice Edo, vous vouliez réagir. Oui, juste pour préciser que, alors, je sais que les chiffres parfois sont un peu, pas vous assommer de chiffres, mais quand même le budget américain, c'est à peu près 60 milliards de dollars pour une année, donc il faut quand même relativiser au niveau européen, on va dire tout confondu, on est peut-être à 10, et les Chinois, on a du mal, comme le disait le général, à avoir des informations, mais on estime que c'est à peu près la même chose, donc vous voyez qu'il y a quand même les États-Unis et le reste du monde. Je le présenterai de cette manière-là, en termes de budget et aussi de développement technologique, même si la Chine n'est pas loin, essaye de rattraper en tout cas un certain retard. Alors il y a la France qui est un des 27 pays de l'Union européenne, il n'y a pas vraiment de coopération au niveau militaire, au niveau de l'Union européenne. Au niveau militaire, l'Union européenne, de toute façon, c'est assez compliqué. L'OTAN, même chose, mais on a des coopérations européennes quand même dans l'espace depuis très longtemps, notamment au travers de l'Agence spatiale européenne. Donc ça, c'est une histoire qui dure depuis plusieurs dizaines d'années. Au niveau du partage des informations, du renseignement, chacun garde ses informations pour lui. De toute façon, en matière militaire, les pays sont très égoïstes et très jaloux de ce qu'ils font. Donc oui, c'est un peu plus compliqué. Ça nous a quand même pas empêché d'avoir des coopérations, comme le disait le général Adam, avec certains pays européens. Par exemple sur Helios, donc c'est un peu l'ancêtre, on va dire, de CSO, où on avait des coopérations d'observation militaire, où on a des coopérations capacitaires, c'est-à-dire qu'on sait exactement qui a quoi. On peut faire des échanges capacitaires. Par exemple, si on a de l'imagerie optique, on va échanger avec les Allemands ou un autre pays européen, l'imagerie radar, etc. Donc il y a quand même, comme le rappelait le général, des coopérations qui étaient essentiellement capacitaires depuis de longues années. Mais est-ce qu'on peut dire que, et on peut le regretter sûrement, que finalement les Allemands font des choses très proches des Français, les Italiens peut-être aussi, les Espagnols aussi, et finalement il y a une redondance européenne et il n'y a pas de force de frappe européenne? Alors, on pourrait le voir ainsi, surtout avec les développements récents, notamment eu égard à la ministérielle de l'Agence spatiale européenne, où on a senti qu'il y avait une concurrence qui était plutôt maintenant affichée au niveau des pays européens. Maintenant, il y a quand même, moi, ce que je remarque un petit peu, en prenant un peu de hauteur, il y a quand même un réveil un petit peu des Européens au niveau, en tout cas, des menaces dans le spatial, ce qui n'était peut-être pas le cas il y a quelques années. L'Union européenne a quand même publié une stratégie spatiale pour la sécurité et la défense, et cette stratégie a pour objectif quand même de partager l'évaluation de la menace entre les États de l'Union européenne. Il y a donc ce premier point, et deuxième point un peu plus capacitaire, ils ont la volonté de faire ensemble
ensemble une constellation de connectivité, donc à la star du Starlink, donc le Starlink un peu européen qui s'appelle Iris Square. Donc on a quand même un élan européen qui peut être freiné parce qu'il y a aussi des États européens qui veulent développer leur industrie. Et bien sûr, la France est un peu tensée sur cela. Mais en tout cas, il y a quand même un élan européen. Alors on va voir d'ici les années qui suivent s'il se poursuit, etc. C'est une affaire à suivre. Mais en tout cas, je ne dirais pas que tout est noir ou blanc. Alors Philippe Steininger, on vous a pas encore beaucoup entendu dans cette émission. Vous êtes le conseiller militaire du président du CNES. Le CNES, c'est le Centre national d'études spatiales. Et le CNES est partie prenante de l'ESA, l'Agence spatiale européenne. Quand Béatrice Hainaut dit il y a un petit sursaut de coopération européenne, mais il y a une remise en cause de la façon dont ça a fonctionné jusqu'alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire ? Je ne vois pas le sursaut, mais la coopération européenne dans le domaine spatial, elle est finalement dans l'ADN de ces affaires-là depuis pratiquement le départ. Personne n'imagine faire de grands programmes spatiaux aujourd'hui en dehors d'un portage européen. Donc c'est pour ça qu'on a créé en 1975 cette fameuse agence spatiale européenne, qui, je le rappelle, n'est qu'un club d'agences, n'est pas du tout un organisme intergouvernemental à la vocation politique comme l'est l'Union européenne, qui est l'autre grand acteur du spatial en Europe. Et effectivement, lors du dernier sommet spatial, qui n'était pas un sommet de l'ESA, de l'Agence spatiale européenne, mais qui était politique. Un sommet à la fois de l'Union européenne et de l'Agence spatiale européenne, donc avec ce portage politique sur les affaires spatiales, il y a un certain nombre de décisions qui ont été prises, dont une qui est assez majeure, qui est finalement un changement de modèle au niveau des lanceurs, puisqu'on passe d'un modèle de monopole, en quelque sorte, avec une Agence spatiale européenne qui passe un contrat à un seul fabricant, à un modèle complètement différent, qui est un modèle de concurrence avec plusieurs industriels qui se lancent dans des programmes de lanceurs en Europe, et une agence spatiale européenne qui passera des contrats aux plus performants. Et ça, c'est un véritable changement de méthode. Parce qu'il faut bien dire qu'il y avait, dans le domaine des lanceurs au niveau européen, un monopole Ariane, et que Ariane a été un peu, on va dire, déficient ces dernières années, avec le lancement très attendu d'Ariane 6. Sur le papier, un lanceur très performant, qui s'adapte à plein de situations, qui peut lancer à la fois des constellations, c'est-à-dire une multitude de petits satellites, mais aussi des gros satellites. Enfin, sur le papier, sur le catalogue, il a beaucoup de qualités. Simplement, il a beaucoup de mal à avoir le jour. Alors, je ne vous rejoins pas lorsque vous dites qu'Ariane a été déficient. On a eu plusieurs générations d'Ariane. La dernière génération, c'est Ariane 5, qui a fait son dernier vol l'été dernier, qui a un bilan tout à fait remarquable en termes de performance, en termes de fiabilité également. Et son successeur, c'est Ariane 6. Donc, il arrive probablement pour son premier vol l'été prochain, dans un peu plus de 6 mois. C'est vrai qu'il y a une rupture calendaire entre Ariane 5 et Ariane 6, parce qu'il y a un peu de retard qui a été pris, ce qui est tout à fait classique dans ce type de programme. Et Ariane 6 promet d'être plus performant, beaucoup plus performant qu'Ariane 5, permettre des choses qu'on ne savait pas faire avec Ariane 5, comme par exemple mettre en grappe des satellites de constellation. On en a beaucoup parlé en orbite basse. Ça, c'est quelque chose qu'on ne savait pas faire avec Ariane 5. On pourra le faire avec Ariane 6. Donc, quelque chose de beaucoup plus performant, quelque chose de moins cher également, puisqu'on pense qu'on aura des gains de coût de l'ordre de 40 à 50% par rapport à Ariane 5. Donc, il y a un vrai progrès avec Ariane 6. Et en Europe, pour l'instant, nonobstant le fait qu'il y ait beaucoup de programmes dans différents pays de lanceurs, il s'agit de petits lanceurs qui ne sont en rien comparables aux lanceurs lourds de référence européens qui, pour l'instant, restent Ariane 6. Alors, Général Adam, vous êtes un client, vous, d'Ariane, pour lancer vos satellites, et on l'a pas encore évoqué, mais dans la programmation satellitaire et spatiale française, il y a des satellites qui attendent d'être lancés ou qui devraient être lancés très prochainement. Oui, dans les plans de lancement, évidemment, on cherche à assurer la sécurité de nos satellites à tous les points de vue. Évidemment, on veut que le satellite arrive là où il a besoin d'être. On veut aussi qu'il ne soit pas espionné pendant la séquence de lancement et, si possible, à temps. Et là, effectivement, on a eu des accidents récents qui ont complètement perturbé les plans de lancement, et notamment pour nos satellites. Il n'y a pas que nous qui subissons les conséquences des retards d'Ariane 6, etc., mais surtout de la disparition de l'option Soyouz et des difficultés de Vega.
Alors, parce qu'il faut quand même expliquer que jusqu'alors tout allait bien pour l'Europe de l'espace, avec un port spatial remarquable à Kourou, en Guyane française, avec 3 lanceurs potentiels. Ariane 5 jusqu'à il y a quelques mois, Ariane 6 devait prendre le relais et avec plus de performance, de facilité et moins cher. Il y avait encore 2 satellites. Il y avait à Kourou un pas de tir du satellite russe Soyouz, qui a évidemment disparu avec ce qui s'est passé avec la guerre en Ukraine, la guerre russe, enfin l'invasion russe en Ukraine. Oui, cette invasion russe en Ukraine a mis un fin brutal à la coopération franco-soviétique d'abord, puis franco-russe, pour dire qu'elle est de très longue date, cette coopération. Et donc effectivement, depuis le début de l'année 2022, il n'y a plus de coopération et les tirs de ce lanceur russe Soyouz qui se pratiquait à Kourou, donc sur une base européenne depuis 2011, ont cessé au début de l'année 2022. Et c'est effectivement un pan du catalogue d'offres de lancement européen qui a disparu à ce moment-là. Alors sur le catalogue, l'offre était formidable. Il y avait pour les gros satellites Ariane 5. Et bientôt Ariane 6 pour les très gros satellites, ceux qui pèsent 12 tonnes, 14 tonnes, on est dans cet ordre d'idée. À la fois pour les gros satellites qui vont aller loin, on a parlé tout à l'heure de l'orbite géostationnaire, mais aussi pour beaucoup de plus petits satellites qui vont aller près en orbite basse. Et avec Ariane 6, qui aura 2 versions, on pourra faire les 2. Alors, il y avait donc en gros pour les satellites un peu plus petits, moyens, de quelques tonnes, Soyouz qui était un lanceur qui a fait ses preuves depuis. Et puis un 3e lanceur, Vega. Là, pour les tout petits satellites, on est au maximum autour d'1 tonne, quelque chose comme ça. Oui, en fait, les lanceurs sont catégorisés en quelque sorte. Donc, l'offre européenne que vous évoquez, c'était un lanceur lourd, Ariane 5, qui va être remplacé par Ariane 6, un lanceur moyen, Soyouz, et un lanceur léger, Vega. Donc Vega, c'était 1,5 tonne à peu près vers les orbites les plus basses. Vega C qui le remplace, c'est un peu plus, c'est un peu plus de 2 tonnes, 2,3 tonnes pour être précis. Soyouz, on était plutôt dans la gamme des 4-5 tonnes pour des orbites basses et moyennes. Et puis le gros lanceur, donc là on est plutôt dans la gamme des presque 20 tonnes pour les orbites basses et 10 tonnes pour les orbites très hautes. Alors Ariane 6 a du retard, Soyouz a disparu et Vega a eu un problème technique. Donc en ce moment, c'est le calme absolu à Kourou. Eh bien voilà, en ce moment, il y a une rupture capacitaire. L'Europe est privée de capacité de lancement autonome. Effectivement, depuis donc le retrait du Soyouz de Kourou, depuis le retrait de service d'Ariane 5 et depuis les problèmes de Vega, qui est un lanceur qui est arrêté de vol dans sa nouvelle version. Alors, ça va reprendre, parce qu'on peut espérer évidemment un vol d'Ariane 6 prochainement. Bien sûr, il faut garder espoir. Et donc, l'année prochaine sera une année de renouveau avec Ariane 6, on l'espère. Et je l'ai pas précisé tout à l'heure, mais vous faisiez référence au déboire d'Ariane. Ariane 6, quand même, c'est un lanceur qui n'a pas encore volé et qui a déjà un carnet de commandes qui est assez bien fourni, puisqu'il y a déjà 18 lancements qui sont vendus. Donc, c'est quand même assez remarquable. Donc Ariane 6 devrait voler et débuter sa carrière, et puis Vega C, donc cette nouvelle version de Vega, le petit lanceur européen, devrait lui aussi revenir en vol. Et puis il y aura d'autres lanceurs, j'ai évoqué tout à l'heure la concurrence, donc ça arrivera probablement pas en 2024 de manière opérationnelle, mais on devrait voir déjà en Europe des petits lanceurs faire leur premier vol en 2024, et puis d'autres en 2025 et 2026. Donc le paysage va complètement changer. Donc quand vous dites des petits lanceurs du modèle de Vega, c'est-à-dire un peu plus petit que Vega ou à peu près équivalent à Vega. Autour d'1 tonne de mise en orbite. Alors ça ira de tout petits lanceurs qui vont pouvoir lancer la centaine de kilos vers les orbites basses, jusqu'effectivement le haut du spectre, ça sera à peu près Vega. Alors Béatrice, je vois que vous vouliez réagir et je voulais évidemment vous poser cette question, vous relancer sur ce thème. Les déboires européens arrivent à un moment où il y a de plus en plus de nouveaux compétiteurs dans le domaine. Philippe Selinger en a cité quelques-uns, quelques Européens, et puis évidemment les Américains, Elon Musk et SpaceX, sans parler des Chinois qu'a évoqué le général Adam. Il y avait une espèce des Américains d'un côté, les Russes de l'autre, et puis les Européens. Soudain, le paysage s'élargit. Alors effectivement, c'est vrai qu'avec SpaceX, il y a vraiment, on pourrait dire, un changement de paradigme dans le domaine des lanceurs, mais pas seulement, puisque SpaceX investit, comme on l'a dit, dans les constellations notamment. Donc on a vraiment une entreprise qui a un fonctionnement quelque peu atypique. Il est pour
Je vous arrête un instant, peut-être dire un petit mot sur ce que c'est qu'une constellation. Tout le monde ne sait pas. Alors, il n'y a pas de définition unique de constellation, mais on peut considérer qu'une constellation, c'est un ensemble de satellites qui fonctionnent ensemble pour une mission donnée. Donc, ils peuvent éventuellement dialoguer ensemble. Par exemple, on a des liens intersatellites qui se développent notamment. Mais en tout cas, quand on parle de constellation ou de méga-constellation, on peut être, si on considère les constellations, c'est un phénomène qui existe aussi depuis quelque temps. Si on considère qu'une constellation de 3 satellites, c'est déjà une constellation. Mais aujourd'hui, ce qui est vraiment le changement dans l'espace, ce sont les méga-constellations. Là, on parle de milliers de satellites qui fonctionnent ensemble pour assurer une mission. Alors, ce sont des petits satellites. Pendant très longtemps, la course à l'espace, ça consistait à satelliser des satellites de plus en plus gros. Et puis, il y a eu la révolution de dire, finalement, small is beautiful. Et donc, une multitude de petits satellites ferait bien l'affaire aussi pour un certain nombre de missions. Alors, effectivement, on est plus sur des small sats des petits satellites qui peuvent remplir les fonctions d'observation. Donc, malgré la miniaturisation des composants, si on a des plus petits satellites, on peut avoir des performances qui sont moindres, quelle que soit la charge utile qui est dans le satellite. Aujourd'hui, on voit quand même que dans les constellations, même les différentes générations des constellations Starlink ont tendance à prendre du poids. Donc, à avoir des charges utiles qui sont un peu plus conséquentes, parce qu'elles peuvent être notamment, je parlais des liens intersatellites, des lasers intersatellites pour échanger de la donnée. Donc, on voit que quand même, au fur et à mesure, on a des générations qui prennent aussi du poids et on peut avoir des satellites qui grossissent et ça tombe bien, on va dire, pour le business model d'Elon Musk, parce qu'on a aussi ces fusées qui grossissent avec... alors, il y a le Falcon 9, que l'on connaît très bien, mais on aura bientôt Starship pour Elon Musk, qui est un plus gros lanceur et qui permettra éventuellement... On dit même que c'est le plus gros. Je laisse le CNES juger. Oui, c'est le plus gros, c'est un lanceur de 5000 tonnes. Et le lanceur qui vient immédiatement après, c'est le SLS, le lanceur de la NASA pour le programme Artemis de retour sur la Lune. C'est 2700 tonnes, donc vous voyez l'écart. Et Ariane 6, pour avoir un exemple, c'est 860 tonnes. D'accord, on n'est pas dans la même catégorie. Non, pas du tout. Alors, il faut quand même dire un mot sur ce personnage, Elon Musk, qui a eu une vision spatiale totalement révolutionnaire, tant dans le domaine des lanceurs, avec l'idée de lanceurs réutilisables, que dans le domaine des constellations, avec l'idée des constellations, c'était notamment pour Starlink d'avoir un accès Internet directement par le satellite, c'est-à-dire de couvrir des zones désertiques, des zones peu développées comme l'Afrique par exemple, où l'accès à Internet est difficile, est déjà rendu possible par ce système de constellation. Alors effectivement, c'est un nouveau modèle, mais on va dire que la connectivité ne naît pas avec Elon Musk, où on peut déjà faire cela avec certains satellites en géostationnaire. Donc on dit souvent la grande différence, c'est quand même le délai de latence, c'est-à-dire le délai qui est permis par votre outil pour recevoir les informations. Donc il se réduit quand on est en orbite basse. Maintenant, encore une fois... Le délai de latence, ça veut dire que là, en radio, on connaît ça. Voilà, c'est ça. Bien. C'est pareil. On pose une question, on attend une minute, une seconde ou deux, pardon. C'est pas forcément technique, ça. Pour avoir la réponse, là, il y a toujours un petit... Ça s'appelle le délai de latence, c'est ça. Voilà, il y a ça, et comme vous le mentionnez, c'est surtout, avec ces constellations en orbite basse, d'avoir la possibilité, même au pôle, puisque pour les satellites géostationnaires, vu leur configuration, ils ne couvrent pas les pôles, d'avoir des zones qui sont couvertes par ces satellites et d'être connectés, on va dire, partout et tout le temps. Et encore une fois, c'est quand même l'évolution des technologies qui permet ça, puisqu'il y avait quand même déjà des projets un peu dans les cartons, mais qui n'étaient pas rentables, puisque la technologie, et puis encore aujourd'hui, même la rentabilité finalement de ces constellations, alors on va dire à moyen terme, long terme, on imagine qu'elles soient rentables, mais pour le moment, elles ne le sont pas. Alors, ces constellations, il faut dire un mot, elles sont quand même fantasmagoriques, parce que j'ai lu que Starlink pouvait avoir à terme plusieurs dizaines de milliers de satellites en orbite. Oui, tout à fait. Après, Elon Musk, puisqu'on parlait de lui, c'est quelqu'un qui vient du domaine du numérique. C'est un entrepreneur, pas que numérique, puisqu'on le connaît aussi pour, bien sûr, les voitures Tesla, mais c'est un entrepreneur avant tout. Et lui, ce qui l'intéresse, c'est quand même de développer un business model qui est valable. Et il a trouvé avec, comme je le disais tout à l'heure, la multiplication des satellites dans l'espace, le lanceur qui va avec. Il a bénéficié aussi de beaucoup de fonds publics
pour lancer son entreprise. Il faut dire que s'il n'avait pas eu la puissance publique derrière lui, il n'aurait pas pu faire toutes ces entreprises, et encore aujourd'hui. Donc il a été vraiment poussé aussi par la puissance publique et c'est grâce à cela qu'aujourd'hui il se développe. Alors, en général, quand vous entendez ça, un petit retard à l'allumage du côté européen et puis des possibilités du côté des privés, notamment des Américains de SpaceX, d'Elon Musk, vous dites, nos prochains satellites, ils pourraient peut-être être lancés par les privés américains ou pas? On assiste aujourd'hui à un changement de modèle complet. Et là, je pense que je serai démenti par personne. Aujourd'hui, effectivement, on envisage de plus en plus de recourir au privé pour tout un tas de choses et de services qui n'étaient accessibles jusque-là qu'aux États. D'ailleurs, c'est un nom, ça s'appelle le New Space. Exactement. C'est quand même une nouvelle façon d'aborder l'espace. Complètement. Donc le New Space, alors les définitions là aussi sont pas forcément toujours très claires, mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ce qui caractérise l'ère dans laquelle on est aujourd'hui, c'est justement l'apparition d'entreprises totalement privées et de financements complètement privés pour des aventures spatiales ou pour des entreprises spatiales qui autrefois étaient réservées aux États. Et donc c'est bien ça qui change. Ça se caractérise également par une explosion de l'offre de services, avec des choses complètement nouvelles qui apparaissent et qui deviennent très accessibles, et surtout des business models ou des modèles commerciaux finalement qui reposent absolument pas sur l'usage qu'en font les États, mais vraiment sur un usage privé et sur la vente de services au grand public. Dans notre façon de fonctionner à nous, effectivement, où on fonctionnait avec des grands programmes qui prenaient beaucoup de temps, qui étaient très bien pensés, etc., mais qui aussi mettaient beaucoup de temps à arriver parce qu'on recherchait des performances particulières et un niveau de sécurité au-dessus de ce qui pouvait être accessible ailleurs. Aujourd'hui, on voit apparaître Elon Musk est encore une fois le bon exemple, des choses qui sont peut-être beaucoup moins fiables. Individuellement, chaque satellite, je crois que Elon Musk accepte un déchet sur ses satellites qui est de quelques pourcents. Donc, sur 100 satellites qu'il lance, il y en a quelques-uns qui marcheront pas, tant pis, il s'en fiche. Et ça lui permet d'abaisser les coûts et d'avoir des satellites qui sont quand même beaucoup moins chers, de lancer les choses beaucoup plus rapidement, etc. Donc, on a un changement de mentalité et de comportement qui nous intéresse et en tout cas nous donne accès à des services auxquels on n'avait pas accès avant. Donc, on est consommateur comme les autres et on est client finalement de ces services qui apparaissent comme les autres. Alors, comment le CNES voit l'éruption de ce New Space? Mais il accompagne cette dynamique. Je crois que je vais peut-être proposer une définition quand même parce qu'on parle de New Space, mais on ne sait pas vraiment de quoi on parle en réalité. Je crois que le New Space, c'est la combinaison de deux grands facteurs. Il y a un premier facteur qui est d'ordre technologique et qui vaut pour le domaine spatial comme dans tous les domaines. C'est ce qu'on appelle la numérisation ou la digitalisation et la miniaturisation. Donc la combinaison de ça fait qu'on fait effectivement des matériels qui sont plus petits, plus performants, moins chers, etc. Donc il y a un effet d'abaissement du ticket d'entrée dans le domaine spatial. Et le deuxième grand facteur qui a déclenché cette dynamique, c'est un facteur d'ordre politique. C'est une décision de l'administration américaine en 2010 d'ouvrir l'écosystème spatial qui était jusque-là régalien et purement régalien à des acteurs privés qui sont rentrés dans l'écosystème avec des capitaux, parfois des capitaux très importants puisqu'il y a eu des acteurs qui venaient des GAFAM. Donc ces grandes sociétés du numérique américaines, et puis aussi des approches industrielles complètement nouvelles. Sur ces approches industrielles, ce qu'on peut retenir, c'est que on a beaucoup parlé d'Elon Musk, mais si on a aimé Elon Musk, on va beaucoup aimer Jeff Bezos dans très peu de temps, le patron d'Amazon, parce que ce sont des acteurs qui maîtrisent l'intégralité de la chaîne de valeur. Et ça, c'est une véritable nouveauté. Si vous voulez, avant, vous aviez un fabricant de fusées, un fabricant de satellites, un fabricant de systèmes pour exploiter les satellites, une autre société qui proposait le service. Là, vous avez de bout en bout un même acteur qui tient toute la chaîne. Donc c'est vrai aujourd'hui qu'Elon Musk, ça va être vrai demain avec Jeff Bezos. Et puis les capitaux privés qui sont arrivés, une petite parenthèse, c'est que aux États-Unis, les capitaux privés sont arrivés de manière substantielle. Parce qu'il y a un goût, une appétence pour les affaires spatiales, et on est bien obligé de constater qu'en Europe, ce n'est pas le cas. En particulier en France, il n'y a pas de grands capitaux privés, enfin de personnes très disposant de beaucoup de ressources qui investissent dans le spatial. Ça reste quand même majoritairement des investissements qui sont d'ordre public, et c'est vrai à l'échelle du monde d'ailleurs. 90% des investissements dans le spatial restent des investissements faits par les États, mais c'est particulièrement vrai en Europe, et c'est sans doute une des grandes différences entre les États-Unis et l'Europe, le fait qu'on a un investissement privé qui reste assez faible. Alors, vous me posez la question, comment fait le CNES vis-à-vis de tout ça? D'abord, il faut dire
Quelle est la mission du CNES, hein? Le CNES a pour mission de proposer au gouvernement une politique spatiale, et puis ensuite, lorsqu'elle est adoptée, cette politique spatiale ou amendée, eh bien, il la met en œuvre. Et donc, effectivement, il faut, parce que une des colonnes vertébrales de cette politique spatiale, c'est la souveraineté, il faut avoir un volet de soutien à notre industrie pour qu'elle reste compétitive, parce que si elle n'est pas compétitive, elle ne sera pas viable économiquement, et donc elle ne sera plus en mesure de produire de manière autonome les systèmes dont nous avons besoin pour notre souveraineté. Vous avez évoqué tout à l'heure les lanceurs, c'est évidemment le cas, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi d'autres systèmes qui participent directement à notre souveraineté et dont on a absolument besoin dans le domaine spatial. Et puis Philippe Selinger, il y a quand même un grand succès européen qu'on n'a pas encore évoqué, c'est Galileo. Alors Galileo, on a l'habitude de dire que c'est le GPS européen. Vous n'êtes pas d'accord avec cette façon de voir les choses? Pas du tout, pas du tout. GPS est devenu un nom commun, générique, pour désigner tous ces systèmes de géolocalisation. Il y en a 4 à vocation mondiale, un chinois, un russe, un américain, le fameux GPS, et un européen, Galileo. Et le plus performant de ces 4 systèmes, aujourd'hui, c'est Galileo. Et dans tous les smartphones qui sont produits dans le monde, il y a une petite puce qui va automatiquement aller chercher le signal d'un de ces 4 systèmes, le plus performant étant Galileo. C'est systématiquement Galileo qui est sectionné. Donc aujourd'hui, il y a plus de 3 milliards d'utilisateurs de Galileo dans leur téléphone dans le monde, et ils parlent de GPS malheureusement. Et par définition, pas seulement des Européens. Et pas seulement des Européens, 3 milliards de personnes qui ont un smartphone dans le monde et qui utilisent le Galileo quotidiennement. Alors j'en reviens, je me tourne de nouveau vers vous, Général Adam, évidemment. Toute la stratégie militaire spatiale française consiste à garder la souveraineté, le mot que vient d'employer Philippe Selinger, et puis l'indépendance. Alors je vous ai senti séduit par ces nouveaux acteurs, mais en même temps, ils peuvent remettre en cause l'indépendance et la souveraineté nationale dans le domaine spatial, qui est quand même la base de la politique française en la matière. Oui, les capacités militaires sur lesquelles nous comptons ne pourront pas reposer que sur une offre commerciale, évidemment. Après, il y a différents types de services qu'on peut acheter. Évidemment, on fera probablement un peu plus confiance à des services qui sont fournis par des opérateurs français que par des opérateurs étrangers. Ou européens, peut-être. Ou européens. Mais là, c'est pareil. Même en Europe, on s'aperçoit que les États membres de l'Union européenne ont des devoirs d'autonomie qui sont quand même extrêmement particuliers, d'où ce dont on a déjà parlé. Chaque pays développe aujourd'hui ses capacités militaires dans son coin, de façon à avoir un niveau minimal d'autonomie quand même. Notamment les pays moyens, alors les plus petits, effectivement, ont plus de difficultés, mais c'est une démarche qu'on peut généraliser, qu'on observe à peu près partout. Et après, ce qui va compter pour nous, c'est de combiner l'ensemble de ces moyens et de trouver des façons de travailler ensemble avec les opérateurs étatiques, donc les autres États, ou bien les opérateurs privés, qu'ils soient français ou étrangers, qui offrent une combinaison qui soit performante et surtout qui offrent des combinaisons qui permettent de résister à des crises ou à des incidents, ou à des accidents même. Je suis assez content d'ailleurs de signaler que même les Américains, avec tous les moyens dont ils disposent et les moyens financiers considérables qu'ils mettent dans l'espace, affichent partout qu'ils peuvent pas le faire tout seuls. Ils ont besoin de leurs partenaires pour assurer la sécurité. Ils ont besoin des coopérations. Et donc, ils sont ils recherchent des coopérations vraiment partout. Alors, chacun recherche des coopérations. Est-ce que ça veut dire que la guerre des étoiles, la guerre spatiale, finalement, ce sera pas possible parce que tout le monde coopère, ou au contraire, comme il y a de plus en plus d'acteurs, eh bien, les risques sont de plus en plus grands? Malheureusement, on assiste plutôt à un retour des blocs. Donc effectivement, c'est un camp contre l'autre et on cherche ses partenaires parmi les amis. Et effectivement, on a des compétiteurs qui sont plutôt des adversaires du futur. Néanmoins, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que dans l'espace, nous sommes tous là, amis comme ennemis, et on se croise tous les jours. Donc il y a aussi un besoin quand même de coordination, puisqu'il faut éviter les accidents stupides, il faut éviter les activités qui pourraient être mal interprétées et qui pourraient donner lieu à des réactions de façon non préparée ou en tout cas non intentionnelle. Et donc il y a aussi ce besoin de communication au moins, ou de coordination dans l'espace qui subsiste avec tous les acteurs, qu'ils soient amis ou ennemis. S'il y avait un jour un conflit de forte intensité, si la France était confrontée à un conflit de forte intensité, il y aurait forcément des répercussions spatiales et un conflit spatial, j'ose pas dire une guerre spatiale. Oui, la question n'est pas de savoir s'il y aura une guerre dans l'espace, mais plutôt quand.
Une autre façon de le dire, c'est qu'aujourd'hui, l'espace apporte des capacités opérationnelles qui sont considérables. Et si vous entrez en guerre contre quelqu'un, vous allez chercher à diminuer ses capacités d'une façon ou d'une autre. Et évidemment, il est extrêmement intéressant de diminuer ses capacités spatiales. Si vous le privez de ses capacités spatiales, vous lui enlevez un avantage, ou en tout cas, vous dégradez ses capacités, son aptitude à combattre. La France sera prête au rendez-vous en cas de conflit spatial. On a expliqué qu'il y avait une stratégie spatiale, la mise en place de moyens qui se créaient, notamment votre commandement de l'espace, avec le lancement de nouveaux satellites qui, pour l'instant, sont des satellites de papier. Je pense par exemple au futur satellite Égide. C'est quel type de... Alors, on n'est pas pour 2023, 2024, 2025. On est un peu plus tard, je pense. Plutôt vers la fin de la décennie, en effet. Mais là, ce sont des moyens purement défensifs. Je précise, pour l'instant, d'avoir des moyens offensifs dans l'espace, ça serait assez suicidaire. Il faut prendre la guerre dans son ensemble, mais aujourd'hui, on n'est absolument pas offensif dans l'espace. Et les moyens dont vous parlez sont effectivement des moyens militaires, sont des moyens qui permettent d'utiliser la force dans l'espace. Ça, c'est justifié. On a parlé tout à l'heure de l'existence d'une loi, y compris dans l'espace. Et donc là, ce qui nous intéresse, c'est la loi des conflits armés, qui s'applique partout, y compris dans l'espace. Il y a des règles à respecter. Et l'utilisation de la force cherchera plutôt à effectuer des actions de police et de sécurité, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure. De temps en temps, il faut peut-être envisager d'utiliser la force pour ramener l'ordre et pour ramener un petit peu de tranquillité dans une situation qui dérape. Donc vous êtes appelé à être un gendarme de l'espace. Un policier de l'espace, oui. Ou un gendarme, effectivement, pour un militaire, mais c'est pas différent de ce qui se passe. On a pris tout à l'heure l'exemple de la haute mer. Aujourd'hui, ce sont des choses qui se pratiquent déjà en mer et ce sont des choses qui se pratiquent dans l'espace aérien également, avec la police du ciel, qui est confiée aux militaires et qui est purement défensive, en tout cas qui a l'intention d'être certain que l'espace aérien est utilisé convenablement par ses utilisateurs, et donc on peut envisager des choses assez similaires dans l'espace. Entre vous, les militaires, et les cinéastes d'Hollywood, il y a un rapprochement petit à petit? On est très inspiré, on va chercher nos parallèles et nos images évidemment dans la pop culture et notamment à Hollywood. Vous avez signalé tout à l'heure Star Wars, ça remonte à bien avant ça d'ailleurs, puisqu'il y avait 2001 Odyssée de l'espace qui était déjà quelque chose d'extrêmement évocateur, ou Star Trek d'ailleurs. Mais effectivement, on va chercher nos images et on se dit que peut-être la réalité va finir par rattraper la fiction. On en est encore loin et notamment il y a des choses qui n'arriveront jamais, c'est des lasers qui font du bruit dans l'espace. Non, mais des lasers qui visent l'espace, ça existe déjà. Oui, il en existe déjà. Les Chinois, par exemple, maîtrisent ça assez bien. Oui, les Chinois ou les Russes maîtrisent ça assez bien, oui. Et les Français ? On y pense. On a des programmes là-dessus également qui cherchent à faire ça. On cherche à explorer les possibilités que nous offriraient des armes à énergie dirigée de cette nature, oui. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Pensée stratégique. Béatrice Hainaut, Philippe Selinger, Général Philippe Adam, merci à tous les trois d'y avoir participé. Bon, on termine sur une note un peu hollywoodienne, mais pas seulement. Rendez-vous dans un mois pour un nouveau Pensée stratégique, le podcast de l'Acadème et de la Decode. Pensée, ça s'écrit PENSEZ. Alors dès à présent, vous pouvez, vous aussi, penser stratégique.